E-Commerce Connect, ça continue. Ravi de continuer cette journée en votre compagnie. J'ai cru que c'était quelqu'un, je veux dire, installez-vous, c'est le moment. On va continuer avec un sujet très très important. Vous le voyez écrit derrière moi, vous le voyez peut-être écrit également en ligne. Je n'ai pas d'écran de retour. On va parler paiement. Extrêmement important lors de la conversion d'un client, lors de son passage sur votre site. Au moment de passer à l'achat, c'est essentiel, élémentaire, très important pour la conversion. Et alors justement, on est en compagnie de Payplug avec Pierre, salut Pierre, qui n'a pas encore de micro. Et à côté de lui, on a Adrien du Petit Lunetier, puisqu'on va avoir le droit à un cas concret, vraiment des explications concrètes entre Payplug et le Petit Lunetier. Donc, je leur laisse la main. C'est ça, c'est ça. Eh ben, enchanté tout le monde, à distance et en physique, effectivement. Donc, comme tu l'as bien dit, moi je m'appelle Pierre, je suis commercial chez Payplug depuis maintenant 2 ans. Ça fait 5 ans que je travaille dans le métier du paiement et puis du coup 2 ans plutôt dans une fintech chez Payplug. Et puis aujourd'hui je suis en compagnie d'Adrien. Et donc enchanté, moi ça fait plus de 5 ans maintenant que je travaille chez Le Petit Lunetier. J'ai d'abord commencé dans la relation client et ça fait plus d'1 an maintenant que je suis responsable de l'expérience client de la marque, donc aussi bien retail qu'en ligne. Eh ben, très bien. Est-ce que dans la salle, je vois qu'il y a quand même un peu de monde, vous êtes plutôt des e-commerçants, des solutions e-commerçants, tous? Ok, super, du coup ça va vous parler, parce que du coup comme tu l'as dit Nicolas, on est là pour parler conversion, comment toi aussi tu as fait pour acquérir tes premiers clients, rassurer tes clients, en fait ils commandent dans un milieu qui est assez particulier qui est l'optique, et aussi sur la partie optimisation du paiement, réduire ses échecs de paiement, et puis proposer la bonne solution et la bonne méthode de paiement au bon moment. Et du coup, je vais t'inviter à présenter un peu Le Petit Lunetier. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a aussi qui connaissent dans la salle la marque, ou les magasins, etc. Donc, Le Petit Lunetier, c'est une marque qui a été fondée en 2015 par Jérémy et Ellie, qui donc sont associés. Ellie a lancé la marque tout seul d'abord au début, dans les premiers mois, et il est opticien de métier. Et en fait, il voulait créer une marque de lunettes où il voulait refaire de la lunette un accessoire de mode. Donc créer une jolie marque avec des jolis modèles à proposer, mais un prix abordable pour que ça puisse rester un accessoire. Aussi bien juste un accessoire sans verre de vue qu'avec des verres de vue. Au début, c'était qu'un site internet, donc c'était une marque qui est née en ligne et qui est née sur Instagram, et depuis on a ouvert 13 boutiques. Donc on a plus de 200 000 personnes qui nous suivent sur Insta. C'est vraiment une marque Instagram à la base et qui, fin 2018, on a ouvert la première boutique à Paris. Et depuis, donc, on en a 13, on en a 3, 4 de prévus d'ouverture d'ici la fin de l'année. Puis on aura l'occasion d'y revenir peut-être aussi sur tes projets de développement encore en boutique, sur tes stratégies que tu adoptes en boutique. Je ne sais pas si déjà vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, que ce soit sur ce que Adrien peut dire ou sur des questions plus globalement sur Le Petit Lunetier. Dans l'idée, on voit aussi qu'une des stratégies pour toi, du coup, tu as commencé sur l'e-commerce, tu es parti sur une boutique, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à arriver à 13 boutiques, et que tu avais aussi un enjeu, je vois sur la slide, d'augmenter ton panier moyen. Et ça, on va aussi y revenir. L'idée là, c'est aussi de comprendre comment une DNVB a pu, si les slides veulent bien se passer, acquérir ses premiers clients. Comment des clients qui arrivent dans un univers du paramédical ont eu confiance pour acheter des lunettes en ligne. Et du coup, ça, c'est un peu sur quoi tu as misé au départ, comment ça a évolué ta stratégie, et ce que tu fais aujourd'hui pour continuer à maintenir ton évolution. Alors en fait, c'est très compliqué de vendre de la lunette en ligne parce que les gens sont quand même habitués à aller chez l'opticien, à avoir les conseils d'un opticien, à ne pas payer ses lunettes, à n'avoir quasiment rien à faire à part choisir sa paire de lunettes. Les verres sont proposés par l'opticien. Et donc en ligne, de proposer un parcours où on doit soi-même choisir déjà la bonne paire de lunettes sans l'essayer réellement, et ensuite choisir ses verres en fonction de sa correction,
qu'il y a toujours une grosse appréhension chez le client, donc on se doit d'être parfait sur tout ce qu'il y a autour ce parcours, donc que ce soit sur le paiement, que ce soit sur la livraison, on ne doit pas rajouter d'accro, de friction, déjà parce que le choix du produit est déjà compliqué. Donc en fait, la réassurance, ça part par le bon discours au bon moment à chaque instant, à chaque endroit du parcours sur le site. Ça passe par un module d'essayage virtuel aussi, qui a été installé avant que j'arrive. Donc déjà au tout début de la marque, on avait déjà un essayage virtuel sur le site qui cartonne, qui est très utilisé. Donc pour la lunette, c'est vraiment un gros plus pour l'achat en ligne. Ça marche super bien. Et c'est surtout, voilà, c'est de la réassurance tout le temps. Donc c'est de la donnée sur la monture, c'est de l'avis client constamment. Voilà, c'est beaucoup d'éducation du client sur la page produit, sur le parcours du site, dans le mailing aussi, dans le packaging. On allait faire jusqu'à de la réassurance dans le packaging maintenant, depuis un an. Comment tu fais ça dans du packaging? C'est des petits conseils, donc c'est un QR code qui mène sur une page de site pour des petits conseils pour ajuster ses lunettes quand on les reçoit. Okay. Parce que en magasin, c'est l'opticien qui le fait pour nous. Et je voyais dans les mails qu'on reçoit des clients beaucoup qui nous disaient « j'ai reçu ma lunette, mais elle est tordue ». Et en fait, c'est tout bête, c'est qu'elle n'est pas tordue, c'est qu'il faut juste peut-être l'ajuster un petit peu pour soi. D'accord. Et donc du coup, au lieu d'attendre que le client nous contacte et qu'on lui explique, on s'est dit c'est tout bête, mais il faut qu'on lui dise dès qu'il reçoit sa lunette. S'il le sait tout de suite, ce sera parfait pour lui. Et donc on a mis un petit QR code dans le packaging qui mène vers cette page qui explique comment ajuster sa lunette, comment la régler. Et ça a levé une friction aussi post-achat pour le coup. Mais... Et tu recevais du coup moins de demandes parce que je répète, au début tu étais au service client. Oui, c'est ça. Du coup tu avais beaucoup de demandes sur ça. Et une fois que tu as installé plutôt de la pédagogie même dans ton packaging, tu recevais moins de demandes liées à ça? Ouais, on a beaucoup moins de mails liés à ça. Ok, donc moins de charge de travail pour toi. Et en préparant ça, tu m'avais parlé du fait que si on revient en 2017, tu avais l'époque, et moi ça fait plusieurs fois que je fais le e-commerce connect, et ça fait plusieurs années qu'on parle d'influence, surtout qu'on parle de DNVB. On voit l'évolution que ça a eu entre 2017 et aujourd'hui, et encore avec toutes les polémiques qu'il y a eu sur les influx voleurs, qui a mauvaise presse, etc. Comment ça, toi qui es une DNVB qui vend la lunette en ligne, tu as vu de l'évolution et comment tu t'es adapté surtout? Alors moi je m'occupe pas vraiment de l'acquisition chez le petit lunetier, mais comme ça fait plus de 5 ans, j'ai quand même vu l'évolution du marketing et de l'influence, comment on s'en est servi chez nous. Donc c'est une marque qui est née avec l'influence. Vraiment Jérémy, quand il est arrivé quand il s'est associé à Ellie dans le début de la marque, il a lancé l'influence tout de suite avant que ce soit connu, avant que ça fonctionne, avant qu'il y ait des règles. Et ça a cartonné tout de suite. C'est vraiment ça qui a fait exploser la marque en 2018. Et depuis, on voit que déjà le ROI a beaucoup baissé par rapport à ce qui était au début, qui était vraiment une mine d'or. C'était la caverne d'Alibaba, l'influence. Aujourd'hui, le ROI a beaucoup baissé. Et on voit qu'il faut aussi choisir avec soin ses influenceurs. Nous, on a un peu souffert... c'est beaucoup dire quand même, mais d'avoir utilisé des influenceurs de télé-réalité. Ça arrive que des clients nous écrivent en nous disant « oui, de toute façon, vous passez par les Marseillais, donc vous n'êtes pas une vraie marque ». Ce qui est un peu dur à entendre quand on est opticien, mais du coup, il y a un vrai choix à faire sur l'influence, et ça passe aussi par la réassurance de partout. Mais les micro-influenceurs, par exemple, sont des influenceurs qui ont une communauté qui est très attachée à eux, certes plus petite, mais la communauté est beaucoup plus engagée. Donc ça, c'est un terrain qui est très intéressant aussi. Ce qu'on a beaucoup fait dans l'influence, c'est qu'on a fait passer des influenceurs dans nos magasins pour faire de la notoriété de nos boutiques. Donc, on a cette stratégie de, dès qu'on ouvre un magasin, on va chercher des influenceurs de la ville et les inviter à passer au magasin et faire des stories et choisir des lunettes. Et ça fait de la noto du magasin, mais aussi de la marque au global. Et ça marche très très bien. Et il y a un peu plus d'1 an maintenant, on avait commencé à faire de l'UGC. Donc je sais que maintenant tout le monde en parle de partout. L'UGC, c'est un peu le nouvel âge d'or de l'influence. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Peut-être l'UGC, ça parle à tout le monde? Oui, d'ailleurs, est-ce que... Pas forcément. Je te laisse expliquer. Ça veut dire donc du User Generated Content. En fait, c'est normalement du contenu natif fait par le client ou une personne. C'est du contenu vidéo pour présenter le produit. Donc ça peut un petit peu s'apparenter à de l'opening, donc quand on reçoit la commande. Mais c'est surtout présenter le produit dans son utilisation. Donc tout bêtement pour nous, ça va être porter les lunettes, et on essaye souvent de demander d'associer les lunettes à un look, comme on est vraiment une marque de mode et un accessoire. On va demander aux influenceurs de montrer une paire, 2 paires avec un look associé à un autre look, et faire de la vidéo de présentation de produits comme ça, un peu nature.
Et c'est assez dingue parce que ça fait 5 ans que je bosse dans l'e-commerce, je ne connaissais pas l'UGC. Enfin, je pense qu'on connaît tous sans forcément connaître le terme. Et depuis là, 1 an sur TikTok, même on va dire depuis le début de l'année, ça s'est vachement démocratisé en France. Et je vois maintenant tout le temps des gens, même toi tu me disais qu'il y en a des particuliers comme vous et moi, qui contactent des marques sur Instagram en disant ah bah salut, je peux te faire une vidéo de ton produit, enfin envoie-moi un produit, je fais une vidéo, je la mets en ligne et puis après tu peux la sponsoriser pour peut-être amener du trafic, parce que les gens aiment bien s'identifier à des personnes qui ne sont pas forcément connues et qui ouvrent, qui font un pack opening, qui essayent, qui adaptent à leur outfit, et ça a cartonné. Je ne sais pas si ça cartonnera encore ou si on est un peu sur le déclin comme un peu les influenceurs, s'il y a des nouvelles trends aussi qui émergent après ça. C'est ça, je pense que ça sera jusqu'à la nouvelle trend marketing et pour l'instant ça fonctionne, au moins ça présente le produit et ça fait moins faux entre guillemets qu'un influenceur vraiment payé pour juste partager son code promo. Naturel quoi. Et puis tu triches pas sur le produit de toute façon. Donc quand tu montes le produit, s'il est bon, tu triches pas là-dessus. Ok, bah, très clair. Et justement, moi du coup j'ai envie de te poser la question, tu t'es fait connaître sur des influenceurs, après tu as fait de l'UGC, tu as aussi revu ta stratégie en choisissant de mieux en mieux les influenceurs avec qui tu travaillais. Comment justement tu as pu convertir tes premiers clients? Tu m'as parlé de 3 gros projets sur la conversion. Comment ça s'est ressenti chez toi au fur et à mesure des années? Alors nous, on n'a pas tant un sujet de conversion au global. Sympa les klaxons. C'est sympa. Nous, on a beaucoup travaillé sur l'augmentation du panier moyen. C'était notre plus gros chantier depuis plusieurs années maintenant. Et c'est passé dans un premier temps avec l'ajout d'accessoires sur le site. Donc tout bêtement avec l'accessoire pour la lunette. Donc ça va être de l'étui, ça va être de la chaîne de lunettes. Ça va être aussi sur le verre de vue où on s'est fait connaître avec... c'était facile de faire des lunettes chez nous. C'était vraiment 2 clics et on choisissait ces paires de lunettes de vue. Mais on s'est dit, une fois qu'on a ouvert notre première boutique et que du coup on pouvait proposer le remboursement par la mutuelle, parce qu'on a vu ce sujet-là aussi. Tant qu'on n'avait pas eu de boutique physique, on ne pouvait pas proposer de remboursement mutuel en ligne. L'agrément nécessite d'avoir une boutique physique. Une fois qu'on a eu ça, et ben en fait on a eu l'expérience de vendre du verre de vue en boutique comme un opticien classique, et on s'est dit mais finalement pourquoi pas le reproduire en ligne, et donc on s'est mis à proposer plus d'options de verre de vue en ligne, ce qui a forcément fait monter le panier moyen avec des choix d'amincissement différents, avec des meilleurs traitements pour les verres, avec des verres solaires dégradés par exemple qui marchent beaucoup l'été, avec plein d'options de verres qui font monter le panier. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur tes pages produits, bien que tu me dises que vous êtes toujours en perpétuelle amélioration des pages produits, c'est qu'on voit déjà que là, j'ai sur une page, c'est en assez grand, on peut voir la page sur PC, et en fait, on voit que déjà tu utilises des avis avec une app Shopify, parce que toi tu es sur Shopify, je ne sais pas si on l'a dit, des avis produits directement, donc super pour la réassurance client. Là on parle du paramédical, de la lunette, mais je pense que ça peut s'apprêter vraiment à tous les business. Tu dis que tu fais du paiement plusieurs fois, donc ça peut encourager l'acte d'achat, et tout aussi est contenu sur la même page, c'est-à-dire que je peux les essayer, on voit tous les boutons d'un coup. Souvent, moi, quand je fais des audits de site internet, entre guillemets, je peux voir que l'ajout au panier, il est caché, je dois scroller pour aller jusqu'à l'ajout au panier, et ça, forcément, ça peut potentiellement faire perdre en conversion. Tu parlais aussi de essayez-les, c'est super simple, on a juste à cliquer, on active la caméra, on choisit son modèle et ça se met instantanément sur la tête, quoi. Et franchement, pour choisir sa paire, effectivement, il n'y a pas mieux, je pense. C'est essentiel pour la lunette en ligne de pouvoir l'essayer. Nous, l'essayage virtuel, au début, on ne l'avait pas sur tous les modèles, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et depuis qu'on voyait que c'était ultra demandé, ultra sollicité par les clients et ultra utilisé, on a plus de 200 000 essayages par mois uniques. Et donc on l'a mis maintenant, dès qu'on sort un nouveau modèle, forcément on a l'essayage virtuel qui va avec parce que c'est vraiment très utilisé, très sollicité pour le client. Et on le voit des fois, un modèle qui sort et qui a l'essayage et un modèle qui sort et qui ne l'a pas. Même si un modèle est plus beau ou plus joli ou qui devrait mieux fonctionner, celui qui n'a pas l'essayage, il marchera forcément moins en ligne. C'est sûr et certain. Ok, très clair. Et en plus, tu disais que ton objectif, c'était surtout pour augmenter ton chiffre d'affaires, aussi augmenter ton panier moyen. Là, on peut voir quelques exemples d'accessoires que tu mets en avant. Est-ce que tu saurais dire, peut-être à la louche, même si tu as les stats précises, les personnes qui achètent des lunettes, à combien de pourcents ils les accompagnent maintenant d'accessoires depuis que tu les as mis? Alors c'est pas énorme non plus en ligne, mais ça fait son chemin quand même d'augmentation de panier. Ce qui marche beaucoup, ce sont les packs.
les packs avec plusieurs accessoires et une remise du coup. Là, on les voit, là, les packs spray, étui et une petite chaîne. Ça, c'est le pack qui marche le mieux. Et donc 20 € de plus et on a quand même 3 accessoires. C'est assez sympa, surtout un spray. Quand on voit sa lunette de vue, on aime bien avoir son petit spray pour pouvoir la nettoyer. Et donc j'ai pas la stat de combien on prenne, mais ça crée une vraie augmentation de panier quand on l'a mis. Et là, on a sorti plein de nouvelles chaînes. On travaille beaucoup sur de la nouvelle chaîne qui sort en ce moment et c'est assez sollicité, notamment en magasin. Parce qu'on a les mêmes produits et même en magasin, c'est assez sollicité aussi. Et pour parler plus globalement, tu parlais de packs. Moi, je pense que c'est depuis la fin 2022, où on me parle de plus en plus d'abonnements, de récurrence, etc. Et on avait contractualisé avec une boîte pour faire de l'abonnement. On bosse avec pas mal de boîtes dans le complément alimentaire. Donc effectivement, des abonnements, tu reçois, je sais pas, ta protéine tous les mois, un pot qui arrive. Et au bout de 6-7 mois, les boîtes se rendaient compte, donc je ne sais pas si c'est partagé, parce que c'est vraiment sur 3-4 boîtes, qui nous disaient que l'abonnement c'était sympa, un peu galère à gérer, et qu'au final ils sont revenus sur un système de vendre directement les 3 pots en même temps, plutôt qu'un par mois, qui leur faisait plus de conversion et plus de revenus d'un seul coup, et moins de galère au SAV aussi. Je ne sais pas si c'est partagé, mais en tout cas sur le peu d'échantillons qu'on a eu, avec le modèle et la traîne sur l'abonnement, c'est les retours que j'ai eu. Je ne sais pas s'il y en a qui font de l'abonnement dans la salle, et si vous avez ces mêmes retours, même en virtuel. C'est les retours que j'ai eus, mais ça serait peut-être intéressant d'en discuter si c'est un enjeu chez vous. Donc ça, voilà, on voyait un peu le type d'accessoires que tu proposes en plus de tes lunettes. Et surtout, ce qu'on a mis en place, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça fait depuis janvier, donc ça va faire 5-6 mois qu'on travaille ensemble. Avant, tu étais chez une autre solution de paiement. Et souvent, soit il y a pas de problème parce que ça roule, ou alors on pense que ça roule le paiement parce qu'on se dit voilà, j'ai installé soit ma banque, soit la première solution que m'a proposé Shopify, et puis j'ai jamais mis le nez dedans depuis 3-4 ans que je suis dessus. Par contre, quand on commence à vouloir avoir des stats, vouloir avoir un peu plus d'accompagnement, vouloir vraiment bien comprendre ce qui se passe sur son e-commerce en termes de paiement, souvent on se retrouve face à un petit flou parce que soit il y a un manque d'accompagnement, soit un manque de visibilité des stats. Par exemple, je ne sais pas si dans l'assistance, j'en ai déjà parlé à quelques-uns, vous connaissez tout ce qui est notion de taux d'acceptation, taux de recours à l'authentification forte, etc. Quand on est une DNVB qui commence à faire quand même pas mal de chiffres en ligne et qui pense que tout roule, parce que oui, tout roule, sauf que quand tout roule, il y a toujours des choses à aller optimiser. Et c'est un peu donc, ce que je te disais, toi tu proposes la bonne méthode de paiement au bon moment. On parlait que tu as ajouté Apple Pay récemment. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que ça représente chez toi, si c'est vraiment game changer ou pas vraiment Non, Apple Pay, c'est pas vraiment game changer, mais c'est un petit peu sollicité. Okay. On fait pas énormément de chiffres via Apple Pay. La plupart du chiffre se fait via le paiement CB classique. Okay. On a environ 80% du chiffre qui se fait via le paiement CB classique. Et ensuite, on a une bonne partie, entre 15 et les pourcents restants, qui se fait vers le paiement fractionné, ou enfin le pay later en tout cas. Ouais. Mais le paiement en express, il n'est pas majoritaire du tout. D'accord. Et moi, je trouve que nous, par exemple, le paiement sur Apple Pay, on le propose sur tous les CMS, sauf Shopify qui met un peu plus de contraintes. Et effectivement, sur tous les autres clients qu'on a, qui sont sur PrestaShop, Magento ou autres, on voit que ça vient cannibaliser le paiement CB. On ne voit pas une énorme hausse de conversion. Franchement, je pense que c'est quand même un nice to have parce qu'aujourd'hui, même moi, à titre personnel, je commande très souvent, plus sur Uber Eats ou autre, moins sur les sites e-commerce. Mais dans l'idée, comme je suis la personne qui paume le plus ta carte bancaire au monde, je ne fais jamais opposition parce qu'elle est dans mon wallet et puis je peux payer par CB. Mais c'est vrai qu'on constate factuellement, la hausse de conversion n'est pas forcément folle, bien que ça soit un nice to have. Effectivement, tu en as parlé. Donc là, on voit du coup à l'écran un peu ton checkout où tu viens proposer du paiement par carte très classique qui doit représenter à peu près 70 ou 80% de ton business. Alma en 3 fois. Donc effectivement, je pense que plus besoin de présenter Alma ni le paiement fractionné. Et puis surtout quelque chose qui fait de plus en plus son apparition et que je vois dans plus en plus de checkout, c'est le paiement à 30 jours. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Est-ce qu'il y en a déjà dans la salle qui l'utilisent, le paiement à 30 jours ou pas du tout? Alors nous, le paiement à 30 jours, il est pareil, il n'est pas majoritaire sur le site non plus. Le paiement fractionné est plus sollicité. Mais pareil, c'est un nice to have parce que nous, on voit une belle augmentation de panier sur le paiement à 30 jours. Et en fait, c'est surtout qu'on le met en avant de la façon à ce que c'est une alternative au tiers payant.
Comme on peut faire rembourser ses lunettes par la mutuelle, et ben, le fait de payer à 30 jours, ça permet de faire rembourser par la mutuelle avant d'avoir payé ses lunettes. Donc là, c'est vraiment un argument marketing qu'on a chez nous. Et dans la lunette, je pense que ça a vraiment son sens. Et je le vois aussi surtout en magasin, où le paiement à 30 jours en magasin est vraiment très sollicité. Mais sur le site, je pense que c'est, comme tu dis, un nice to have et un bon argument marketing pour nous en tout cas. Et on ne le voit pas non plus forcément sur les slides. Mais par exemple, si j'avais une adresse de livraison en Belgique, tu aurais pu proposer du Bancontact. Aux Pays-Bas, tu aurais pu proposer du iDeal, etc., qui sont des méthodes un peu privilégiées. Je ne sais pas si tu as la stat, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais par exemple, est-ce que tu saurais sur combien de commandes représente Bancontact par rapport au marché belge? Je pense que c'est une bonne partie, un bon 30%, je dirais. Un bon 30%. Un bon 30% de Bancontact en Belgique, ouais. Ok, bah, tu vois, donc c'est assez intéressant aussi de développer, surtout que honnêtement, Bancontact, il faut en profiter parce que ça coûte pas très cher. Je crois que c'est une 30 ou 40 centimes quand on a commencé à avoir des paniers moyens, je sais pas, qui font potentiellement 1000 €, payer 30 ou 40 centimes de frais sur un gros panier, c'est plutôt intéressant et ça ouvre à une communauté francophone qui est finalement assez proche. Là où je parlais tout à l'heure, et c'est le focus que je vais faire, je sais pas si je peux me lever, je sais pas si on va me voir, mais dans l'idée en fait, Payplug, on a développé un algorithme et c'est là où on vient faire la différence. En fait, qu'on vient analyser sur combien de personnes sur 100 ont réussi finalement à payer, donc sur chaque acheteur unique, combien ont eu un paiement abouti par un succès, ce qu'on vient appeler donc le taux d'acceptation. On a remarqué qu'il était très lié par le taux d'authentification forte. Ce qui fait que on a développé ce qu'on appelle chez Payplug le Smart 3D Secure. Donc forcément, c'est jusqu'à 250 € parce qu'après, on est forcément en 100% de 3D Secure parce que c'est la loi qui le veut. Donc je ne sais pas déjà si tout le monde voit, je pense que c'est le 3D Secure, mais c'est le petit code que vous recevez sur votre banque pour valider. Sauf que des fois, moi, je commande sur mon PC, mon téléphone, il est en haut en train de charger, et du coup, je n'ai pas forcément l'occasion de mettre mon code 3D Secure, ou soit ça me fait retarder mon achat, et ça donne du coup, le client part, il va peut-être revenir après, mais pas forcément sur votre site. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un algorithme qui permet de monitorer ça. C'est-à-dire que la plupart des solutions que vous voyez très traditionnelles, que ce soit les solutions bancaires ou même des solutions un peu plus connues type FinTech, vont soit ne pas le faire, donc ils vont faire du paiement à 100% en 3D Secure, soit le faire mais avec modération. Nous, on a la chance d'appartenir au groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc, le Banque Populaire Caisse d'Épargne, ça émet environ un quart des cartes en France. Donc, potentiellement, on connaît un acheteur sur 4 chez vous. Plus tous les flux qu'on processe, on a une grosse base de données qui nous permet de dire si ça se trouve, ce client est chez Banque Populaire Caisse d'Épargne, ou alors si ça se trouve, ce client a déjà commandé chez Payplug. Donc, on peut dire pourquoi on va lui mettre du 3D Secure, parce qu'on sait qu'il va payer, qu'il ne va pas faire d'opposition et qu'il n'y aura pas de chargeback. Et donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient réduire drastiquement le taux d'authentification forte pour forcément augmenter le taux d'acceptation. Et nous, on a 3 profils et le use case du petit lunetier est très bon parce que tu étais chez une solution concurrente avec entre 92 et 93% d'acceptation. C'est ça, ouais. Ce qui est déjà plutôt honorable, honnêtement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur une stratégie progressive parce qu'en entrée en relation, on ne veut pas ouvrir les vannes et dire voilà, maintenant on va te passer 80% de tes commandes sans 3D Secure parce qu'on veut t'accepter le plus de paiements. Non, on monitore et on dit voilà, dans un premier temps, on va peut-être essayer d'en passer 1 sur 2, voir si tu as de la fraude, etc. Et au fur et à mesure, on va ouvrir de plus en plus les vannes. Ce qui s'est passé, c'est je crois qu'ensemble, on a commencé en profil équilibré, si je dis pas de bêtises, ou en prudent. Je crois qu'on a commencé en prudent. Ok. Je crois, ouais. Et même en prudent, je crois que tu avais environ 60% de taux d'authentification forte. Donc il y avait 6 personnes sur 10 qui payaient avec un code 3D Secure et on avait un taux d'acceptation à 95,5%. C'est ça, ouais. Donc rien qu'au profil prudent, on te faisait gagner déjà 3 points. Et au fur et à mesure des semaines, on a évalué est-ce qu'il y a de la fraude, est-ce qu'il y a des chargebacks. On a fait évoluer le curseur jusqu'à aujourd'hui arriver à conversion. Et aujourd'hui, c'est moins d'un paiement sur 3 qui passe avec 3D Secure. C'est ça. Donc je crois qu'on a 30% de recours à l'authentification forte pour quasiment 98% d'acceptation. Donc tu vois, tu es passé de 92 à 98% d'acceptation et tu es passé de quasiment 100% de paiement en 3D Secure à 30%. À moins d'un sur 3, c'est ça. Donc c'est vraiment ça qui fait la bascule. Et si on vulgarise, un point d'acceptation chez vous, c'est un point de chiffre d'affaires parce qu'on vient accepter 1% de commande en plus. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et puis après, je vais me remettre là où j'étais. Ça, c'était la petite parenthèse paiement et optimisation et performance. C'est pour ça que c'est assez important. Je ne sais pas, vous, à peu près dans la salle, vous avez des paniers moyens à combien? Combien?
pour le coup, ça c'est vachement pertinent et vachement important à regarder. Regardez votre taux d'acceptation, le taux de recours à l'authentification forte. Et là où on peut monitorer de l'authentification forte, on peut aller chercher des gains d'acceptation. Donc je ne sais pas si tu connais tes stats, mais... D'accord. Ok, bah c'est surtout sur ton panier moyen, c'est plutôt... T'es chez qui en solution de paiement? Ok, je suis un Shopify classe. Ok. Ok, d'accord. Bah, très bien. Si tu veux, on va bientôt passer à la session questions. Si tu as des questions, on pourra répondre. Mais dans l'idée, c'est ça qui est important. Donc, si je me répète, c'est proposer les bonnes solutions de paiement, les bonnes méthodes de paiement au bon endroit, les avis clients et surtout le 3-4 fois que tu mets bien en avant, enfin le 3 fois pour toi. Et on voit PayPal qui est en tout dernier. Tu saurais dire à peu près, PayPal, ça représente combien de pourcents de tes flux? PayPal, c'est moins de 10% de mes flux. C'est vraiment, j'ai le CB en premier, Alma en 2 et PayPal qui est en 3. Très clair. Et du coup, voilà, après, on peut voir un peu la page de paiement sur Shopify. Shopify nous autorise d'être présents chez eux qu'en page redirigée, mais sur d'autres CMS, on est en page intégrée. Sur Shopify, on a des contraintes. Bien que, est-ce que toi, quand tu es passé, on peut le citer, de Stripe à PayPlug, est-ce que tu as vu un drop de conversion? Comment ça s'est passé? Non, c'était un peu la peur qu'on avait d'avoir une redirection et de ne plus rester en natif dans la même page. Donc c'était un peu la peur qu'on avait. Mais on n'a pas vu de chute de conversion. Donc du coup, on a été rassuré là-dessus. Et puis même la page est finalement plutôt sympa. Donc en réalité, c'est qu'un plus. Ouais, c'est vrai qu'elle est plutôt belle avec les trois verres lunettes. Tu m'avais dit que tu penses la retravailler, ça, ou tu vas la laisser comme ça? Non, celle-là, je pense que je vais la laisser comme ça. Bon, moi, j'aime bien aussi. Elle fonctionne. Donc... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Et dans l'idée, en fait, moi, j'aimerais bien finir par ça, parce qu'en fait, tu as commencé en ligne, puis tu as créé une boutique qui est dans le Marais, puis 2, puis 3, puis 4. Qu'est-ce que tu as préconisé sur l'uniformisation un peu de tes boutiques avec ton e-commerce? Qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce qui est important pour toi pour créer la meilleure expérience client en fait? Alors nous, on n'ouvre que des boutiques en propre, on ne fait pas du tout de franchise. On veut vraiment ouvrir des boutiques en propre pour pouvoir proposer la même expérience et vraiment avoir la main là-dessus. Mon souhait pour nos clients, c'est de proposer la même expérience, que ce soit en boutique ou en magasin, qu'il y ait le même discours, qu'il y ait les mêmes produits, qu'il y ait les mêmes tarifs, qu'on peut s'adresser aux mêmes personnes. On peut acheter en magasin et se faire livrer à la maison, on peut commander en ligne et aller chercher en magasin. Donc ça, c'est vraiment l'expérience qu'on veut pouvoir proposer. Tu as la notion d'immédiateté, tu me disais qu'elle était vachement importante, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est qu'on peut commander en ligne en click and collect et la récupérer dans l'heure. Même si les livraisons sont déjà très courts, on pousse ça en avant parce qu'en fait, on a la possibilité de le faire comme on est en propre et on a la main. Donc pourquoi pas le faire en fait? Et puis du coup, on entend souvent que le physique vient cannibaliser le online. Du coup, toi, comment vous avez ressenti ça? Est-ce que ça vous a fait dire on va peut-être désinvestir un peu plus sur le e-com parce que vous ouvrez de plus en plus de boutiques? Comment vous monitorez tout ça? Alors, dès qu'on ouvre un magasin dans une ville, en effet, ça cannibalise un peu du trafic online, forcément. Mais ça attire aussi beaucoup de clients qui ne nous connaissaient pas ou qui nous connaissaient et qui ne voulaient pas acheter en ligne. Okay. Donc, dans tous les cas, une ouverture de magasin, c'est du chiffre en plus. Peut-être que le chiffre du site va baisser, mais pour la boîte en entier, c'est du chiffre en plus. Donc ça reste intéressant pour nous. C'est aussi de la réassurance pour le client, parce que même si on est une marque en ligne, on sait faire des lunettes en ligne, la lunette, ça reste en boutique, et ça rassure les gens d'aller en boutique se faire conseiller. Donc même si on sait le faire en ligne et que les gens ont déjà acheté en ligne, il y a des gens qui achetaient en ligne et quand on a ouvert les boutiques sont revenus en magasin. Il y a des gens qui achètent une fois en magasin et ensuite ils vont acheter en ligne. Donc là-dessus, c'est là où on est vraiment une marque omnicanal. Donc même si les boutiques cannibalisent du trafic à l'ouverture, sur le long terme, ça va peut-être nous ramener du trafic en ligne au final. Très clair. Je vois qu'il nous reste 6 minutes. Je pense qu'on a... Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Moi, je trouvais ça assez complet. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait préparé ensemble. Donc pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je ne sais pas si vous avez des questions pour les 5 minutes qui restent maintenant. Ou si c'était très clair. Tant mieux du coup. Mais... C'est vrai qu'on s'est beaucoup focus Shopify, mais je ne sais pas s'il n'y a que des Shopify dans la salle ou autre. Je te pique le micro pour que les gens en ligne puissent m'entendre, simplement parce que sinon nous on peut s'entendre comme ça. J'ai une question simple parce que vous êtes ici ensemble. Tu étais chez une solution de paiement avant.
Qu'est-ce qui t'a poussé à la réflexion de cette conversion, d'aller chez Payplug? Alors en fait, j'ai fait un salon avec les Big Boss où j'ai rencontré Benjamin de chez Payplug qui m'en a parlé une première fois. Et en fait, je faisais une réflexion globale sur mes moyens de paiement, notamment le fractionné. Et j'en suis venu à me poser la question pour le paiement CB aussi, en me disant, si je challenge le fractionné, pourquoi je n'irais pas challenger aussi le CB qui est 80% de mon chiffre? Et en fait, comme l'a dit Pierre au début, on a une solution qui tourne et du coup on ne se pose pas de questions et en fait il y a quand même quelque chose à aller optimiser. Et donc c'est en discutant avec Pierre, c'est lui qui m'a fait découvrir cette métrique du taux d'acceptation, du 3D Secure et que en fait même si ça tourne, ça vaut le coup de s'y intéresser et il y a quand même une optimisation à aller chercher. Et la preuve, on a trouvé 6 points d'acceptation, ce qui est quand même très intéressant pour nous. L'avantage, et c'est pas tout le temps le cas, c'est que Stripe est assez cher en France. Du coup, quand tu passes par une solution française, c'est aussi un peu moins cher. C'est pas toujours ton cas. Toi, tu as eu le double effet plutôt sympa d'augmenter ton acceptation et de réduire tes frais. C'est pas donné à tout le monde, mais donc tu es gagnant dans tous les cas, quoi. C'est aussi ça, honnêtement. Très bien. On a le temps pour une question ou un café supplémentaire. Ah. Rappelez le nombre de boutiques. On a 13 boutiques en France aujourd'hui. Et 3 qui vont ouvrir prochainement, une fin mai à Blagnac. À Blagnac, à Toulouse, ensemble commercial Déco. L'aéroport de Toulouse. Et ça, parce que vous sentez, vous venez d'une DNVB, et si vous continuez d'ouvrir des boutiques, c'est que vous sentez que ça génère vraiment un trafic même en ligne. Enfin, ça fait vraiment tout grossir, quoi, quelque part, non? Ouais, alors c'est assez compliqué à dire parce que on a eu un gros chiffre en 2020 avec le Covid. 2021, l'e-commerce a encore fonctionné, mais il a commencé à baisser avec les mises à jour iOS, avec la baisse. Nous, on est une marque Instagram, donc on subit aussi les changements d'algorithme Instagram. Et ensuite, là, 2022-2023, on sent vraiment le retour en retail. Nous, on le sent en tout cas chez nous. Mais le fait d'ouvrir un magasin, on sait que ça nous apporte du trafic en magasin ou en ligne. Dans tous les cas, c'est une augmentation de chiffres de part et d'autre, donc c'est très intéressant pour nous. Est-ce que c'est lié au fait qu'on soit vraiment une marque de lunettes? Est-ce que c'est le cas pour tous les marchands? Je ne sais pas, mais nous, dans la lunette, en tout cas, on le voit. Je veux dire, tu es une marque née sur Instagram, donc on parlait tout à l'heure d'acquisition, où tu étais pas mal sur Meta, donc Insta, Facebook, etc. Ou à contrario, hier, moi j'étais avec des marques, on a fait un dîner avec plusieurs marques qui disaient que Meta, c'était pas forcément leur principale source de revenus, c'était surtout du Google Ads, un peu après du bouche à oreille, et ensuite en dessous Meta. Et toi, non, c'est l'inverse, parce que tu es né sur Instagram, donc tu capitalises vachement là-dessus. Et je pense que chaque marque a sa stratégie, il faut voir laquelle adopter surtout. Mais on n'a pas parlé d'acquisition, c'est vrai qu'on aurait pu le faire. C'est pas moi mon domaine de compétence, je sais pas toi si tu gères beaucoup d'acquisition. Mais je ne sais pas si d'ailleurs il y a des confs après sur l'acquisition Google ou autres qui peuvent être aussi intéressantes. Et quand on voit aussi les frais d'acquisition qui explosent. Il y en a eu pas mal dans la journée déjà. Un sujet aussi intéressant et très important comme le paiement. C'est ce qu'on vient d'entendre ensemble pendant 40 minutes. Merci beaucoup à Pierre et Adrien, donc il y avait Payplug et le petit lunetier pour e-commerce connect. Merci beaucoup. Merci. Wow, que d'applause.